colis vente privée, je le fais livrer où? Au magasin à côté du bureau? D'accord. Ah non. Non, attends. Le bureau de poste qui est près de chez ta mère. Ou bien celui qui est près de chez la nounou. Mais non, attends. Le pressing au bout de la rue. Le pressing, t'es sûr? Oui, je suis sûre, oui. Livraison à domicile sur rendez-vous en espace Citissimo, en bureau de poste ou commerce de proximité. Nouveau Socolissimo, plus de choix, plus d'endroits pour être livré. Alors ça, c'était il y a 2 ans. Hein. Oui. C'était il y a 2 ans. Et à l'époque, déjà, tu avais sauté au plafond, si on peut Oui. dire cette expression. Oui, on peut dire ça. Et dernièrement, je tombe sur une autre pub. C'est un remake. Et c'est à peu près la même chose. Et là, effectivement, c'est la même chose. C'est pareil. C'est la Ça, même. c'est Renault. Oui. Et pour les amortisseurs? Oui. Oh non. Oui. Non. Oui. C'est plus... Elle est plus cognée, celle-là. Hein. Oui. Tu seras tout dessus, quand même. Oui, c'est un cran Qui au-dessus. mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Il n'y avait pas besoin de changer les essuie-glaces, monsieur Richard. Ces 2 pubs, qui en fait n'en font qu'une, disent quelque chose d'extrêmement profond. Ça révèle presque la vérité intégrale du capitalisme à l'époque néolibérale. Alors, il a ce pouvoir de s'instituer en quelque sorte comme ce que j'appelle le désir maître, qui va convoquer et faire venir à lui d'autres forces, qui seront des forces subordonnées. Le point ultime de cette logique, c'est de réduire ces forces, ces puissances d'agir subordonnées et enrôlées à l'état de pure chose, c'est-à-dire d'objets dont l'usage est entièrement libre. Alors là, il faut faire un petit détour pour saisir aussi ce qu'il y a de spécifiquement néolibéral dans cette affaire. Et même si ça peut sembler paradoxal au début, ce petit détour, il nous fait passer par la finance. Bon. Dans la finance, je veux dire dans la finance dérégulée, la finance des marchés, etc., il y a une propriété qui est absolument centrale, qui est la propriété fétiche de tous les investisseurs et qui s'appelle la liquidité. Qu'est-ce que c'est que la liquidité? C'est la capacité pour un investisseur de rentrer ou de sortir du marché exactement comme il le veut. C'est-à-dire, c'est la possibilité pour un acheteur de toujours trouver un vendeur et pour un vendeur de toujours trouver un acheteur. Cette propriété de la liquidité, elle dit quelque chose de très profond sur un certain état du désir. Ça veut dire que la propriété de liquidité est cela même qui offre aux investisseurs cette possibilité révérée entre toutes de ne voir jamais leur désir fixé et immobilisé quelque part. Donc ça restitue au désir une labilité intégrale et indéfinie. La liquidité, c'est que par exemple, tu as eu un premier désir qui était d'investir dans l'entreprise A. Tu as acheté des actions de la société A. Puis tu te dis, ah mais non, finalement, c'est pas de la A que je voulais, c'est de la B. Ça te rappelle quelque chose, tu vois, c'est ça. Est-ce que je livre chez Tati Machin ou bien au pressing à côté ou alors est-ce que je mets des amortisseurs ou est-ce que je les mets pas dans la révision? Ah bah non, je voudrais de la B. Ah bah alors je revends immédiatement les actions que j'avais achetées de la société A et je le peux, puisque la propriété de liquidité est là qui me le permet, le marché fonctionne H24, la cotation est en continu, etc. Et je vais aussitôt m'investir dans la société B. Et puis je me dis, mais non, finalement la société A c'était bien, je veux y retourner tout de suite. Et je peux le faire. Allez, je désinvestis de la B, je retourne dans A. Et puis si je veux la C dans la minute qui suit, je peux le faire également, etc. Donc, tu vois, il y a cette configuration du désir qui est un truc de possibilité infinie, de réversibilité permanente et d'options multiples systématiquement offertes, de telle sorte qu'on peut passer de l'une à l'autre sans le moindre coût, avec une parfaite facilité. Et c'est bien ça que charrie cette idée de liquidité. Alors, cette idée de liquidité comme ouverture quasi infinie des possibilités du désir est un truc si puissant et si vertigineux que, moi c'est mon hypothèse, le capitalisme néolibéral a voulu la généraliser à tous les compartiments de la vie économique, y compris... C'est plus dur.
Alors c'est plus dur, ça Oui, résiste. La liquidité, Et ça oui. permet de jouer très très rapidement. Une usine, en acheter voilà. une, en vendre une. Et ça, c'est voilà, c'est Il y a plus. des plans sociaux, il y a des contraintes peut-être environnementales de temps en temps. Enfin, il y a des tas de choses un Oui. peu casse-pieds que cette possibilité de liberté totale. Oui, dont tu as on raison. parle, là. Alors, mais c'est surtout, si tu veux, ça fait des différences dans le type de bien qu'on envisage. Je veux dire, par exemple, si tu es un consommateur et tu veux une voiture et tu la veux peinte en rouge, bon, tu dis je veux la voiture peinte en rouge. Alors on te la peint en rouge. Mais alors tu peux pas dire ah non finalement je la voulais jaune canari. Non, ça c'est pas possible. En revanche, dans le domaine des services, là, cette flexibilité dans la prestation devient infiniment plus grande. Et alors tu as raison, cet idéal qui est réalisé sous sa forme pure dans la sphère des marchés financiers, sous l'espèce de la propriété de liquidité, ne peut être qu'un idéal. Mais c'est un idéal vers lequel on s'efforce de cheminer aussi loin que possible. Dans les autres sphères. Absolument, dans les autres sphères. Si tu veux, ce que montrent ces pubs, c'est que le chemin se fait quand même, hein, globalement. Il se fait plutôt bien. Donc, les entreprises prestataires de services, puisque là on a la Poste, on a Renault, mais là pas Renault vendeur de bagnole, mais Renault qui fait de la révision. Les entreprises prestataires de services ont ce truc-là, cette idée-là en tête, qui est tellement puissante, qui est tellement vertigineuse qu'elle fait paradigme. Donc on va s'efforcer de la réaliser complètement. Et pour la réaliser, ça veut dire que les salariés sont reconduits à l'état de ressources, mais quasi objectales. C'est-à-dire des trucs qu'on peut manipuler exactement comme on veut, exactement comme le désir le souhaite. Alors, ce qui est tout à fait impressionnant dans cette histoire, mais qui est aussi l'histoire du capitalisme néolibéral, c'est que tu as une espèce d'alliance monstrueuse entre deux désirs maîtres, le désir du consommateur et le désir du capitaliste, et alliance qui se forme sur le dos des désirs subordonnés qui sont ceux des salariés. Avec cette particularité, qui est toujours aussi impressionnante, que les deux extrémités de la chaîne ne font souvent qu'une seule et même chose. C'est le même bonhomme à un bout qui est le consommateur roi, dont les désirs maîtres sont rigoureusement transmis au travers du pôle du capital, mais c'est le même bonhomme aussi qui est salarié, asservi et qui est transformé en espèce de pantin dont on peut tirer toutes les ficelles pour le faire partir dans une direction, puis dans l'autre ou dans une troisième, selon les desiderata des consommateurs qui tapotent sur leur tablette et qui disent « je veux ci, ah non, je veux ça, ah finalement je veux une troisième chose, etc. etc. » Donc il y a, je veux dire, si on file la métaphore financière, on pourrait dire que l'objectif de ce capitalisme-là, et notamment de ce capitalisme de service, c'est la liquéfaction du travail. Il faut rendre le travail aussi liquide que n'importe quel actif financier et finalement aussi indifférent que n'importe quel actif financier. On peut passer de l'un à l'autre, faire ceci ou cela aux salariés sur simple demande. Et ça doit répondre à l'instant même, au doigt et à l'œil. C'est accompagné souvent par des lois, des cadres, etc. Moi, dans les documentaires que j'ai pu faire sur les services, j'ai remarqué en fait cette complicité qu'on donnait de plus en plus à des tas de gens, d'avoir tout ce qu'ils voulaient au moment où ils voulaient dans les services. C'est-à-dire que tu peux aller acheter ton steak haché à 1h du matin au Monop. On est dans cette configuration-là, c'est-à-dire dans le service, d'arriver vers une fluidité du désir maximale. Absolument. C'est exactement ça. C'est plus dur dans l'industrie, c'est un peu plus dur. Faire pousser des fraises en décembre, si on peut le faire au Chili, mais peut-être pas en France, on y arrive peu à peu. Mais le service, là on le voit. Absolument. Alors le service, c'est ce qui permet de développer ça sous sa forme maximale. Bon, et puis alors tu vois, ça rentre en résonance avec l'industrialisation c'est fini, ce qu'il faut développer c'est le secteur des services, etc. Et en effet, il a de l'avenir et il fait très plaisir à tous les déréglementateurs de tout poil. Donc il y a quelque chose qui est très impressionnant et qu'il faudrait resituer également dans une histoire plus longue des transformations du capitalisme, une histoire, disons, de moyenne période à l'échelle d'un demi-siècle, qui consiste en l'avènement du consommateur comme figure dominante. La logique du système se pense autour d'une figure dominante, enfin en apparence, en tout cas, qui est celle du consommateur. Or, comme tu sais, à l'époque du capitalisme fordien, la figure dominante, c'était celle du salarié, producteur. Voilà. Bon, non, maintenant, c'est autour du consommateur que tout doit se réordonner. Et là aussi, c'est vraiment un truc de... il y a un désir qu'on va ériger en position de désir maître, et c'est celui du consommateur. Alors, ça se voit dans toute une série de choses. Je veux dire,
Enfin, tu ouvres ta télé et tu tombes sur un reportage de Jean-Pierre Pernaut sur l'ouverture de Bricorama le dimanche. C'est ça, tu vois. C'est ça qui donne la logique générale du système et c'est ça qui réordonne même les catégories du bon sens, entre guillemets. Pourquoi faut-il que Bricorama soit ouvert le dimanche? Parce que si ça se trouve, dimanche, je peux avoir envie d'aller acheter une tringle à rideau ou une clé à molette. Et alors, je veux dire, si on s'oppose à ça, c'est les droits de l'homme qui sont foulés aux pieds. Bon. Puisqu'on y est, on peut s'amuser à regarder un tout petit truc. C'est ça. On est contre le travail du dimanche, Voilà. là où c'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, là où les gens ont besoin d'avoir des horaires de travail atypiques, que ce soit la nuit, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, je pense aux professionnels de santé, par exemple, je pense à la police, je pense à la gendarmerie. Là, il y a effectivement un besoin de service public qui nécessite à ce que des gens travaillent le dimanche. Vendre du parfum après 21h sur les Champs-Élysées par Sephora, c'est pas un acte obligatoire. Mais qui vous êtes pour décider Ah qu'est-ce oui. qui est nécessaire ou pas nécessaire? C'est pas nous qui décidons, c'est la nation. Je l'avais vu, un zapping. Génial, hein? C'est qui vous êtes pour Oui. décider ce que j'ai envie de faire. Exactement. Donc là, c'est vraiment... Et en plus, tu vois, il y a... Oh, on Elle est pourrait... choquée. Ouais, Vraiment, mais non, mais elle est on sent absolument... qu'elle- Mais je te dis, c'est un droit de l'homme qui est offensé, hein, là. Enfin, vraiment, c'est un droit de l'homme de pouvoir aller chez Sephora à 1h du mat, si on veut. Là, on rejoint la pub. Ouais. Alors, bon, je veux dire, après, on pourrait tomber dans, tu vois, des interprétations psychanalytiques à la truelle sur la régression totalement infantile du désir complètement Et déboutonné. j'allais te le dire quand même, parce que Oui, mais on te raconte quand même que il y a- le boulot des parents, Il- c'est de contenir le désir immédiat, le plaisir immédiat des enfants oui, pour oui. l'orienter vers un plaisir un peu plus lointain. Hein. Oui. Et c'est ça grandir, c'est ça devenir adulte, c'est de différer son plaisir immédiat. Et là, tu es en train de me raconter que, en fait, il faut absolument pas le différer, il faut Oui, qu'il oui. soit immédiat. Oui, oui. Le capitaine est très à ce niveau-là. C'est même plus que ça. Donc il faut qu'il soit inscrit dans un droit. Hein. C'est le droit de consommer tout ce qu'on veut quand on veut. Mais oui, ça c'est... Je veux dire, celle-là, je m'en souvenais pas, mais elle est belle. Hein. Mais... Ça rejoint, enfin, c'est la Ouais, continuité ouais. du client. Fais voir celle de la SNCF. Alors, la là, parce que- SNCF, Imaginez des milliers de personnes prêtes à vous rendre service à chaque étape de votre voyage. TGV lance Service TGV et vous n'avez jamais été aussi bien accompagné. C'est une autre variante, c'est... la visibilité. Nous mettons à votre service une armée de spectres transparents. C'est-à-dire, on va se faire tellement discret qu'à la fin, ces gens-là n'existent pas. Mais tu vois, c'est juste, en fait, c'est le cran d'après. Hein. Les deux premières, La Poste et Renault, c'est... Regardez, nous les avons déjà réduits, nos salariés, à l'état de choses, c'est-à-dire à l'état de pantin, dont vous n'avez plus qu'à tirer les ficelles selon votre propre désir. Et le cran d'après, c'est on les a tellement chosifiés et objectalisés qu'à la limite, ils n'existent plus comme êtres humains. Donc ils sont transparents. Et notre idéal, c'est qu'on va s'effacer totalement pour vous laisser baigner dans une espèce de cocon de service parfait, quoi. Bon, là, ça va très très loin. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la négation de l'humanité et de la personnalité des salariés, enfin, à ce degré. Et comme tu dis, c'est pas étonnant que cette superbe triplette vienne du service public. Donc la Poste, Renault et la SNCF. Ancienne nationalisée, Voilà, Renault ancienne nationalisée et la SNCF. Et c'est là qu'il y a quelque chose à dire sur cette espèce de surrection du consommateur comme figure dominante dans le capitalisme, parce que ça s'inscrit aussi dans tout un ensemble de dispositifs institutionnels, en particulier dans le cas européen, avec toutes les pressions à la déréglementation. Hein. Si tu veux, cette prééminence absolue de la figure du consommateur a été formalisée dans le droit européen, et en particulier dans le droit de la concurrence.
Tu sais, il y a sur la construction européenne, il y a une espèce de contresens récurrent, phénoménal, qui est fait systématiquement par les élites françaises à propos de la notion d'économie sociale de marché, qui est une notion issue de la pensée allemande et issue de la pensée ordolibérale allemande. Alors les Français, en particulier les socialistes, ou plus exactement la droite complexée, se jettent là-dessus en disant « Regardez, l'Europe, c'est l'économie sociale de marché. Et dans l'économie sociale, il y a social, mon bon monsieur, ce qui veut dire que c'est social. » Et alors, le contresens est radical, parce que dans la pensée ordolibérale allemande, tout ce que l'économie sociale de marché a de social vient exclusivement du marché. Donc c'est pas du tout une idée qui te dit il y a le marché, mais on va l'encadrer avec des institutions régulatrices, on va le coiffer par un appareil d'État-providence et des régulations sociales, etc. Non, c'est pas ça. L'économie sociale de marché, c'est que les objectifs sociaux sont accomplis par le marché lui-même et sont abandonnés au seul fonctionnement du marché, pourvu que on surveille que celui-ci fonctionne toujours selon les mécanismes de la concurrence libre et non distordue. Pour ça, il faut des institutions bienveillantes comme la Commission européenne pour le surveiller, le maintenir, etc., etc. Et c'est là que, je sais pas, bon, tu t'en souviens, le débat sur le traité constitutionnel en 2005 était une espèce de gigantesque parodie où on nous faisait croire qu'il y allait avoir du droit social dans les traités européens, mais Macache Bono, le droit le plus puissant de la construction européenne, c'est le droit de la concurrence. Et c'est ce droit-là, avec toutes ces pressions à la déréglementation des services publics, etc., qui garantit au consommateur sa position de clé de voûte du système dont tout découle après, c'est-à-dire le gars qui part dans un sens ou dans un autre avec les amortisseurs en main, le type de colissimo qui fait des bonds et des triples saltos dans l'air, et les gars de la SNCF qui deviennent des invisibles. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là, on est dans un paroxysme de négation du salariat. Enfin, c'est très violent quand même. Enfin, oui, c'est... on constate, mais c'est... Ouais. Alors, ils n'ont pas gagné pour autant. Hein. C'est pas parce qu'ils le passent en force que... Alors, on se disait aussi la nécessité quand même de ne pas laisser passer ça. Hein. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Moi, j'avais l'image un peu de... Avant, ils étaient dans les tranchées quand même. Un peu. Là, maintenant, ils ont remarqué qu'ils pouvaient sortir des tranchées et qu'ils allaient à découvert. Et qu'il n'y avait pas les mitrailles en face. Et ça, c'est peut-être ce qu'on fait là cet après-midi. Une façon encore de lancer des mitrailles parce qu'on ne peut pas ne pas réagir face à des choses comme ça. Mais ce qu'il faut bien mesurer, c'est la puissance du reconditionnement en longue période de tous les esprits, je veux dire, mais de tous nos esprits, je t'ai dit tout à l'heure, y compris le mien, où les défenses s'abaissent, quoi. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, mais évidemment, ça, on ne le pourra jamais, c'est savoir... comment les spectateurs qui ont reçu ces publicités y ont réagi. Et mon pronostic, malheureusement, ça serait que personne n'y a vu mèche et que ce sont des choses qui sont entrées dans nos conceptions du naturel à l'époque néolibérale. Bah oui, c'est normal, oui, c'est ça. Qu'on rigole. Oui, ou qu'on rigole, mais c'est drôle. Bah oui, c'est drôle. C'est rigolo, ouais, c'est rigolo, le type avec les amortisseurs qui part dans un sens ou dans l'autre. C'est chaplinesque, c'est créatif, mon Dieu, comme c'est drôle. Et puis finalement, si ça marche comme ça, bah tant mieux pour moi. Donc oui, les pires menaces sont les plus insidieuses.